À la page 94 du chapitre 40 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 3.12 de Séguin. Une situation intéressante parce qu'elle étudie des cas particuliers d'un circuit RC. Donc la situation 3 s'intitule une pile, 2 condensateurs et 3 résisteurs. On peut aller prendre connaissance de la situation à la page 306 de Séguin. Bon, évidemment, le circuit fait partie de la donnée du problème, là, parce que si on ne voit pas comment que les composantes, les valeurs de composantes qu'on met ici, comment ils sont branchés, on ne peut pas l'analyser. Donc, le circuit, le dessin original proposé par le client ou par le demandeur de la solution fait partie des données du problème. On nous disait que la pile avait 12 volts, qu'on avait un premier condensateur A de 4 microfarads, un deuxième condensateur, ici une erreur, on va l'appeler B, de 8 microfarads. On avait une résistance 1 de 1 ohm, 2 de 2 ohms et 3 de 3 ohms. C'est pas merveilleux comme chiffre. Et on nous demandait en A et en B d'étudier le circuit, mais à deux moments très particuliers, puis pour lesquels on peut se simplifier la vie. Au moment A, c'est-à-dire tout de suite après que j'aille fermer l'interrupteur. On va voir qu'il y a une façon de résoudre ce genre de problème-là à ce moment-là. Puis aussi au moment où ça fait très, très, très longtemps que l'interrupteur est fermé. Donc, c'est les deux extrêmes qui s'étudient facilement. Entre les deux, ben là, c'est nos courbes qu'on a vues là, qui décroissent de façon exponentielle ou qui croissent de façon exponentielle. Mais là, je suis comme en train d'étudier les deux extrémités de cette courbe-là. Bon. De toute façon, première étape va être comme toujours, de redessiner notre circuit de haut en bas, de façon à ce qu'il soit plus facile à analyser. On a une seule pile, donc je vais commencer avec cette pile-là. C'est la première chose que j'ai faite, là, la flèche qui dirige vers le bas ici. J'ai dessiné mon circuit en partant de ma pile qui me fait monter à mon plus haut. Donc mon plus haut, ça se trouve être ici dans le circuit. J'ai un interrupteur. Des fois, je le dessine en montant, j'aurais pu le dessiner en haut ici, mais je l'ai dessiné, si on veut, en redescendant. Donc, j'ai mis première chose que je rencontre, c'est l'interrupteur. Encore une fois, je montre le courant fourni par la pile. Après l'interrupteur, je peux choisir de passer dans R1 ou dans CA. Donc, j'ai un choix que j'illustre de cette façon-là, soit que je passe dans R1 ou soit que je passe dans le condensateur CA. On va y aller vers le bout de la ligne ici. Donc, je me mets du jaune ici, c'est réglé. CA, c'est réglé. Après CA, je peux me séparer à nouveau en deux, faire R2 ou faire CB. Donc, je me sépare en deux après CA pour faire R2 ou faire CB. Je mets du jaune ici, puis je mets du jaune ici. Après CB, je me retrouve après R2, je me retrouve après R1. Donc, après R1, j'aurais passé dans R3. Après R2, j'aurais passé dans R3. Puis après CB, j'aurais passé dans R3. Donc, après R1, j'aurais passé dans une résistance. Après R2, j'aurais passé dans la même résistance. Puis après CB, j'aurais passé dans la même résistance. Donc, l'équivalent de ça, c'est de venir me mettre R3 ici. Et un coup que j'ai passé dans R3, donc là, je pourrais mettre du jaune. C'est possible de faire ce chemin-là, c'est possible de faire ce chemin-là, puis c'est possible de faire ce chemin-là. Et après R3, je finirai en mettant du jaune, dire je suis revenu à E. Donc, je reviens à mon circuit de base comme ça. Première étape. Évidemment, j'identifie dans ce temps-là toutes mes séparations de courant. Donc, mon I total ici se sépare en I1 et IA que j'ai appelé, puisque ça passe dans un condensateur. Le IA lui-même se sépare en I2 et en IB. Et à un moment donné, ils vont se rejoindre. Ici, j'ai mis I3, mais j'aurais aussi pu, et ça serait peut-être même plus logique, de l'appeler tout simplement le I total également. Parce que, évidemment, c'est le même courant ici, ici, puis en haut ici. Pourquoi lui donner deux noms différents? Les deux noms étaient bons. Il n'y avait pas d'erreur, c'est simplement plus précis, ou ça évite d'avoir deux I différents. En A, on me demande qu'est-ce qui se passe immédiatement après l'instant que j'ai fermé l'interrupteur. Je pourrais faire des calculs avec des formules, mais à ce moment-là, il y a une simplification qu'on peut utiliser, que j'ai précisée dans le résumé. On va aller sur la deuxième page du résumé, là, dans la partie circuit RC, à la toute fin, avant les pointillés, il y a les cas particuliers ici. Avec les deux dessins qui sont montrés ici, le premier est ici, si tu étudies l'instant proche de 0, donc tu viens de fermer l'interrupteur. Partout où tu as des condensateurs, tu peux le remplacer par un court-circuit. Puis le deuxième dessin, si tu t'intéresses au moment très très loin dans le temps, beaucoup plus grand que 0, donc
Tu remplaces tes condensateurs par un circuit ouvert. On va aller voir, on va aller appliquer ces deux concepts, ces deux façons de faire là dans notre circuit. Donc, je redessinais normalement à partir de 0, à partir d'une page blanche. La partie A, c'est-à-dire j'étudie proche de 0, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais avoir redessiné mon circuit ici. Donc, le même circuit que j'avais dans le coin en bas ici. Donc, ma force électromotrice. J'ai mon interrupteur ici qui va être dessiné, fermé, parce que c'est l'instant que j'étudie. À côté, je vais dire que je l'étudie justement pour un temps très très proche de 0. Donc, j'aime pas la première ligne que j'ai écrite. J'aurais dû juste écrire L. J'ai un temps très proche de 0. Mon dessin se poursuivait avec la séparation de R1 et de l'autre condensateur. Mais là, à l'instant proche de 0, je remplace mes condensateurs par une ligne tout simplement. Après CA, il y avait une autre séparation R2 et un autre condensateur. À l'instant 0, je le remplace par une ligne. Et finalement, j'avais la troisième résistance. Et j'étudie ce circuit-là, qui n'a plus de condensateur dedans et qui a des courts-circuits dedans. Et ce qui fait que si on s'imagine qu'on ait une charge qui suit le parcours puis qui arrive ici et qu'il y a une décision à prendre, dire est-ce que je tourne de ce côté-ci puis je passe à travers une résistance pour me retrouver ici, ou est-ce que je passe par ici, pour me retrouver au même endroit et sans traverser aucune résistance. Ben, je suis une charge paresseuse, j'aime pas savoir de la résistance. Je vais prendre le chemin que je rencontre aucune résistance, puis je passerai jamais par ces chemins-là. Toutes les charges vont prendre la décision de passer par là, parce que c'est bien trop facile de passer de ce côté-là. Donc, c'est le court-circuit, ces résistances-là, il n'y a aucun courant qui circule dedans. Je me retrouve un circuit complexe qui est rendu très très simple. Quand j'étudie la seule maille qui a du courant dedans, c'est un circuit, une force électromotrice, une pile, une résistance. Donc la loi des mailles va dire que le voltage aux bornes ici est égal au voltage de la force, est égal à la force électromotrice de l'autre côté. Donc là, c'est très simplifié au niveau des formules. Je m'intéressais beaucoup plus au concept du remplacement qu'au développement des formules comme telles. Fait que c'est pas très les règles de l'art pour faire mes calculs ici. Fait que le delta V3 va être égal à 12 parce que le E vaut 12. Et aux bornes de V1, je vais dire que j'ai un voltage de 0 volts. OK? Parce que dans le fond, le potentiel que j'ai de ce côté-là, sur ce conducteur-là, ben ce conducteur-là, c'est le même conducteur. Je suis capable de me rendre juste de l'autre côté sans passer à travers aucune résistance. Fait que si je demande quel est le potentiel de ce côté-ci, c'est le même potentiel parce que c'est le même conducteur sans résistance. Donc le delta V est égal à 0. Puis c'est aussi vrai, je ferai la même analyse pour delta V2. Delta VA, évidemment, c'est clair que c'est 0. Il n'y a même plus d'éléments. Il n'y a même plus de CA. Donc la différence de potentiel entre en haut ici et en bas ici, mais il n'y en a pas. Je ne perds aucun potentiel, je passe à travers rien. V2, mais la résistance est court-circuitée, ça, voltage à ces bornes est 0, puis le condensateur, même analyse que pour le A. Donc, tous ceux-là sont égaux à 0. Et j'ai répondu à la question A là, de façon très très simple, parce que je retombe sur un circuit extrêmement simple. En B, on fait la même analyse, donc je vais prendre le temps de redessiner mon circuit. Mais cette fois-ci, l'interrupteur est fermé, mais depuis très très longtemps. Je vais faire ma séparation vers la résistance R1, puis le condensateur de l'autre côté, mais je ne dessine pas un condensateur. Étant donné que j'ai cette condition-là, beaucoup plus grand que 0, ben, j'ai le droit de remplacer le condensateur par un circuit ouvert. Puis après le premier condensateur, je me séparais en deux, une résistance, mais aussi un circuit ouvert. Et finalement, je me retrouvais dans la troisième résistance. Puis si je suis une charge, je regarde quel chemin que je peux faire, mais je ne pourrai jamais passer par ici. Évidemment, je ne peux pas passer par ici, je ne peux pas passer par aucun des deux-là. Donc, le seul chemin possible pour une charge, c'est de faire ça. C'est un circuit relativement simple avec deux résistances dedans. Résistance équivalente, c'est la somme de ces deux résistances-là. Donc, je peux en faire après ça l'analyse. Je ne m'intéresse pas à l'analyse ici, elle est mal faite un petit peu, mais dans le fond, la loi des mailles, donc le E est égal au delta V1 ici, puis au delta V3 ici. Le courant total, si je le veux, pour continuer mes calculs, ben, il faut faire la force électromotrice divisée par la résistance équivalente, si on veut.
Donc, ça va me donner 3 ampères. Un coup que je connais ça, ben, je peux calculer le voltage. Un coup que tu connais le I, étant donné que c'est le même I, même si j'ai écrit I1 puis I3 ici, il y a un seul I, un seul courant qui circule dans tout ça. Donc, tu peux prendre ton I puis calculer la différence de potentiel à R1. Puis, soit que tu fais la même affaire pour R2, pas R2, mais R3 qui était ici, qui était une 3 ohms. Donc 3 x 3, 9. Ça aurait été 9 plus ce 3-là m'aurait donné 12. Ou là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement dit que j'avais 12, moins le 3 que je viens de calculer, il me reste 9 pour l'autre. Évidemment, j'ai des différences de potentiel qui sont égales à 0. Delta V2, je vous rappelle, c'est l'équivalent de mettre un voltmètre à ce borne-ci et à ce borne-ci. Il n'y a pas de courant, fait que c'est égal à 0. Après ça, on pourrait se demander quelle est la valeur de delta VA. C'est de mettre mon condensateur, mon voltmètre de ce côté-ci, puis de ce côté-ci. De ce côté-ci, le potentiel, ça va être le potentiel que j'ai avant la résistance, puis de ce côté-ci, ça va être le potentiel que j'ai après la résistance. Je suis capable de venir toucher jusqu'ici, dans mon voltmètre. Il n'y a pas de courant qui passe, mais c'est comme si mon voltmètre aurait été connecté par un fil conducteur jusqu'ici. Donc, je vais mesurer delta V1. Donc, delta VA va être égal à delta V1, qu'on avait calculé égal à 3 volts. Et le delta VB, c'est de venir mettre mon voltmètre entre ici et ici. Ben, le voltmètre touche au même endroit des deux côtés, parce qu'il n'y a pas de courant ici, c'est comme passer direct. Je vais mesurer un potentiel de 0 à cet endroit-là. Donc, je m'intéresse beaucoup plus là, dans cette partie-là, là, comment j'ai utilisé la particularité de remplacer mes condensateurs par des courts-circuits proches du moment où j'ai fermé l'interrupteur, ou remplacer mes condensateurs par des circuits ouverts quand je suis très très longtemps après avoir fermé l'interrupteur.